Bonjour et bienvenue dans Covid-19 à vos questions. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le coronavirus est bel et bien une réalité et de nombreux pays enregistrent une progression de la maladie. Nous faisons le point ce soir avec le docteur Lidao Alain Baoué. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Effectivement. Les hôpitaux universitaires genevois font appel aux aides-soignants ou aux soignants volontaires ainsi qu'aux praticiens récemment retraités pour qu'ils leur viennent en aide face à une progression exponentielle du nombre de maladies atteintes du Covid-19. Nous suivons un extrait de... Alors, la deuxième vague nous surprend par sa similitude avec la première. Nous avons une progression exponentielle du nombre de patients, c'est-à-dire que tous les 5 jours à peu près, nous doublons le nombre de patients que nous avons. Nous en avions 50, puis 100, puis 200, et ce matin, nous avons franchi les 328 patients. Alors à l'heure actuelle, en plus d'avoir, je dirais, nos propres personnels qui sont extrêmement mobilisés, nous avons lancé un appel aux volontaires, aux retraités des HUG pour qu'ils puissent revenir, tous les médecins, tous les soignants, tous les thérapeutes, que peut compter le bassin lémanique et au-delà, eh bien, nous souhaitons qu'ils puissent postuler au HUG. Nous les engageons pour faire face à cette deuxième vague qui risque d'être plus élevée encore que la première vague à laquelle nous avons fait face. Alors oui, j'ai été contacté immédiatement et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir cette solidarité s'exprimer par des médecins qui ont pris leur retraite ces dernières années ou par des soignants. Certains autres, au contraire, disent écoutez, moi j'ai assez donné quelque part, je n'en ai pas la force, mais d'autres sont très volontaires, volontaristes et vont venir nous aider. On espère en avoir près de 200 qui viendront pour cette crise, parce que c'en est une, faire face auprès des patients, auprès de tous les patients, parce que chaque vie a la même valeur, que ce soit des patients atteints du Covid ou pas. Nous sommes comme tout le monde, on en a un peu assez de ce virus, on aimerait bien passer à autre chose, et malheureusement, eh bien, notre travail, c'est de faire face pour les patients. Alors, les équipes sont fatiguées, les cadres sont fatigués, et en même temps, eh bien, il n'y a pas le choix, nous sommes des professionnels engagés au service de la communauté, et nous ferons notre travail en étant attentifs les uns aux autres, et en essayant d'être le plus solidaires possible entre nous. Il est possible, il est vraisemblable que le pic sera plus élevé encore que ce que nous avons vécu lors de la première vague, avec, je le rappelle, près de 550 hospitalisés Covid en même temps aux hôpitaux universitaires de Genève. Cette fois-ci, la vague risque d'être encore plus haute. Et voilà, on risque une vague plus haute. C'est en Genève qu'on le dit, mais en Europe tout entière, la progression est exponentielle. Que doit-on savoir encore de cette deuxième vague? Oui, le constat est clair. Vu la progression de la situation actuellement en Europe, le constat est clair qu'on va assister à une croissance exponentielle dans les jours à venir. Et ça serait également le cas chez nous parce que ici aussi, on n'est pas encore au bout du tunnel. La situation épidémiologique au Togo est tout le temps galopante. Et nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire. Et donc, c'est des périodes qui peuvent être émaillées d'une explosion de cas au cours de cette période de rentrée scolaire. Et vous voyez tout à l'heure l'interview de ce médecin, je ne sais pas si c'est un administrateur hospitalier, qui parle de 300 et quelques cas pour un hôpital. Donc, vous voyez, ça fait 6 fois, 6 fois l'effectif des patients que nous avons au CHR Lomé Commune. Et ça, c'est le cas d'un hôpital. Et en Europe, quand vous prenez une ville, ce n'est pas seulement un hôpital qui est, comme c'est le cas ici à Lomé, c'est le CHR Lomé Commune qui est le seul hôpital dédié pour la prise en charge. Ailleurs, c'est plusieurs hôpitaux. Et quand on prend un hôpital qui a 300 patients déjà, voire 500, qu'en est-il des autres hôpitaux? Donc, vous voyez que là-bas, vraiment, la situation est très préoccupante. Et si ça continue comme ça ici, où les mesures barrières ne sont pas respectées, qui font que la transmission est entretenue, on va arriver à un moment où on sera débordé aussi, comme les autres hôpitaux en Occident. Mais avant d'en arriver là, à un débordement, quelles sont les dispositions que vous prenez? Oui, les dispositions qu'on prend, c'est vrai qu'il est arrivé des moments où le CHLME commune et puis l'hôtel, aujourd'hui c'est l'hôtel Le Bénin,
qui sont les 2 sites de prise en charge, de confinement. Il est arrivé des moments où ces 2 sites sont pleins, qu'on n'avait pas de place pour admettre de nouveaux patients. Mais l'État a prévu quand même un plan B. Et donc, il y a un pavillon au niveau du site de la foire de Goutte de Mille qui a été aménagé pour contenir un éventuel dépassement de cas. Mais pour le moment, ceci n'est pas encore utilisé puisqu'on arrive à contenir ou bien à gérer les patients dans les 2 sites. Nous sommes au total à combien de cas aujourd'hui? Franchement, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire la situation, mais je sais que moi, ce matin, quand je quittais le CHR, j'ai laissé 54 patients au CHR. Et à l'hôtel, c'est environ 70 patients, une soixantaine de patients. Donc, disons, à Lomé, nous avons 100 et quelques patients à Lomé. 100 patients à Lomé. 100 et quelques patients. 100 et quelques. Oui. Et alors que la rentrée pédagogique a été effective aujourd'hui, la rentrée scolaire sera effective la semaine prochaine, le lundi prochain. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont envisagées ou bien qui sont déjà prises pour éviter des transmissions chez les enfants qui ne comprennent pas forcément la portée du coronavirus? Oui, les mesures envisagées, ce sont les mêmes mesures qu'on va renforcer lors de la reprise des cours pour sauver l'année. Donc, c'est essentiellement au niveau des écoles, mettre le dispositif de lavage des mains et puis mettre à contribution les surveillants, les directeurs d'école pour éviter les attroupements lors des récréations, ainsi de suite. Et puis exiger le port de masques pour tous les élèves. Et également, par rapport à la distanciation physique, je pense que des mesures sont prises également pour que les classes soient éclatées. Donc là, également, il faut disposer également d'enseignants pour pouvoir encadrer tous ces élèves parce qu'on va éclater les classes pour pouvoir maintenir cette distanciation physique. Donc je pense que les mesures qui ont été prises avant pour la reprise des cours et la dernière fois pour sauver l'année, ce sont les mêmes mesures qu'on va continuer, qui vont être d'actualité, mais qui vont être renforcées pour vraiment contenir, puisque là, c'est une grande rentrée. La dernière fois, seules les classes d'examen et certaines classes, les classes d'examen étaient autorisées à reprendre les cours pour les examens. Là, c'est toutes les années qui vont reprendre les cours. Donc, vous voyez que le nombre est encore plus grand et ça va encore demander beaucoup de travail. Et il faut vraiment beaucoup de finesse pour pouvoir contenir tous ces élèves-là. Donc, c'est encore un travail supplémentaire qui arrive et il faut pouvoir gérer cette situation parce que si on commence une rentrée avec une explosion de cas, ça va compromettre la rentrée et ça peut être amené à suspendre temporairement les cours le temps qu'on y voit clair dans la situation. Alors, on disait tantôt que c'est en Europe qu'on craint une deuxième vague et chez nous aussi, vous le dites tantôt, on craint aussi une deuxième vague en quelque sorte avec les écoliers qui vont démarrer. Bien sûr, on craint une deuxième vague chez nous parce que actuellement les frontières aériennes sont ouvertes et les gens bougent, les gens voyagent. Donc les gens quittent l'Europe pour l'Afrique, ainsi de suite. Et donc il y a ce transfert, cette circulation du virus également. Et ça peut être amener à des explosions de cas dans certaines localités dans ces pays. Et quand on parle toujours du cas des écoliers qui vont démarrer la semaine prochaine, on cite des milliers d'écoliers, ils sont des milliers d'écoliers, mais même en prenant des dispositions, à savoir les dispositifs de lavage des mains, le port du masque ou des bavettes qui est obligatoire, on s'attend à combien? Est-ce qu'on peut estimer, on fait une estimation rapide du nombre de cas auxquels on doit être confronté après cette rentrée? Non, là, il serait vraiment très, très difficile de se lancer dans un calcul actuellement. Ça peut se faire, mais là sur le champ, je ne peux pas vous donner une réponse. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes arrivés à un moment où les mesures barrières ne suffisent plus, ou bien ne vont plus suffire pour contenir cette pandémie. Les mesures barrières vont évidemment amener à diminuer le nombre de contaminations. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où le virus est déjà ancré dans nos communautés et qu'il serait difficile de rompre la chaîne de transmission par ces mesures barrières seules. Et qu'il faut rapidement que la recherche scientifique
aboutissent à un remède efficace, notamment un vaccin. Alors, vous me donnez matière à craindre. Non, c'est la situation c'est l'analyse de la situation qui le fait dire ainsi, parce que les mesures barrières, comme je dis, ne suffisent plus aujourd'hui. Puisqu'on a beau crier ces mesures barrières depuis le début, mais ça n'a pas empêché que les contaminations se poursuivent. Et on sait que ces mesures barrières ne sont pas respectées scrupuleusement. Et donc ça fait que il y a des failles. Et tous les jours, on essaye de rappeler aux gens l'importance de ces mesures barrières. Et il y a plein de préjugés, des comportements aux antipodes de tout ce qu'on dit. Donc ça fait que ça prend les effets, enfin les mesures barrières édictées prennent un coup parce que toute la population, bien toutes les personnes n'adhèrent pas efficacement à ces mesures-là. Parce qu'on est encore avec des gens aujourd'hui qui ne croient pas encore à l'existence, à l'existence de la maladie. Et donc, si on ne croit pas à l'existence de la maladie, c'est normal qu'on ne puisse pas respecter les mesures qui sont édictées. Donc, aujourd'hui, la situation est telle que les mesures barrières ne suffisent plus. Elles vont aider, certes, à diminuer le nombre de contaminations, mais elles ne pourront pas, à l'heure actuelle, rompre la chaîne de transmission, mais de contamination. C'est tout au début. Dans une épidémie, c'est tout au début que vraiment tous les efforts doivent être mis pour vraiment rompre, casser la chaîne de transmission. Mais après une certaine durée, où le virus a déjà pris toute la population, tout le pays, il serait difficile de pouvoir rompre la chaîne de transmission. Et aujourd'hui, à côté des mesures barrières, il faut l'avènement d'un vaccin, enfin du moins un médicament vraiment qui puisse venir venir à bout de ce virus. Mais ce vaccin n'est pas à venir demain. On parle de début de l'année prochaine. Oui, le vaccin n'est pas pour aujourd'hui, mais le vaccin, il faut attendre les premiers essais en début d'année 2020. C'est vrai que les Américains se sont donnés pour challenge d'ici novembre pour sortir un vaccin. Mais pour l'ensemble des vaccins, il faut attendre l'année 2021 pour que les vaccins candidats... C'est vrai, il y a déjà des vaccins candidats, mais c'est en 2021 que ces vaccins candidats vont commencer par faire la preuve de leur efficacité par les essais cliniques. Qu'est-ce qui donne cette assurance-là qu'en début 2021, on aura des vaccins candidats qui soient... Non, les vaccins candidats sont déjà là, sont déjà mis au point, mais il faut maintenant passer à l'étape d'essai clinique. Et c'est à l'issue des essais cliniques qu'on saura si ces vaccins sont efficaces ou pas. Donc les vaccins sont déjà là. Certains chercheurs ont déjà mis au point des vaccins, mais en recherche fondamentale clinique, il y a des étapes à suivre. Et donc s'il n'y avait pas cette rigueur, peut-être que certains allaient déjà proposer des vaccins déjà au tout début de la pandémie. Mais il faut une rigueur scientifique dans la mise en place d'un produit, d'un médicament. Et donc, on se dit que le respect de ces étapes-là va amener jusqu'à l'année prochaine pour que ces vaccins qui sont mis au point maintenant puissent commencer par être mis au point, c'est-à-dire au sein de la population à travers des essais cliniques pour savoir si ces vaccins sont efficaces ou pas. Alors, c'est des vaccins candidats, quand on dit c'est candidats, et on ne dit pas encore que ces vaccins sont déjà efficaces à 100%. C'est après les essais cliniques que ces vaccins vont faire la preuve de l'efficacité. Donc, il se peut qu'il y a des vaccins qui ne vont apporter aucun changement et des vaccins qui vont être retenus. Ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est à l'issue des essais qu'on saura si ces vaccins candidats-là sont efficaces ou pas. D'accord. Et il était dit tantôt qu'il y a une fatigue qui est notée. Vous confirmez aussi cela dans le corps médical, une fatigue qui est prononcée? Effectivement, la fatigue, elle s'est installée un peu partout. Même chez nous aussi, le corps médical est fatigué.
Mais j'imagine encore en Occident où vraiment le nombre de cas est 5 à 10 fois ce que nous avons ici. Alors ici aussi, nous avons un problème d'effectif. Vous voyez qu'en Europe, on fait appel au personnel pour venir aider ceux qui sont sur le terrain. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une lassitude qui est née au sein du personnel médical. Et également, pour pouvoir gérer tout ce personnel, il faut également un nombre supplémentaire. Donc, nous, on n'est pas encore vraiment arrivé à cette situation. C'est vrai que si on prend un peu la situation au niveau du personnel de santé au Togo, c'est vrai qu'il y a un manque criard de personnel. Ça, c'est de façon générale, même avant cette pandémie. Et maintenant, sur les sites de prise en charge, c'est vrai que de plus en plus, nous avons beaucoup de travail et ça demande beaucoup de personnel. Parce que quand on a beaucoup de personnel, les consignes sont bien respectées, mais quand c'est les mêmes personnes qui doivent voir 40 malades par jour, 2 infirmiers pour 40 malades par jour, il faut voir tous ces malades un par un. Vous voyez que ça demande beaucoup de travail. Donc, il faut augmenter ce nombre de personnels, surtout paramédical, infirmiers, pour pouvoir, pour une prise en charge efficace au respect des consignes que les médecins donnent. Donc, la lassitude, c'est un peu partout. Est-ce un appel que vous lancez en même temps pour l'effectif des aides-soignants? Non, ici, chez nous également, un travail est fait dans ce sens-là pour faire appel à d'autres personnels, pour déployer un personnel des autres centres pour venir appuyer ceux qui sont déjà connus, existants, qui travaillent au CHLM commune, essentiellement. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens-là pour pouvoir augmenter le personnel sur le site de prise en charge de Lomé commune. Et sur les sites de prise en charge, vous avez parlé tantôt d'un site d'un pavillon de la foire. Est-ce que vous prenez en compte également, parce que là je reviens sur le cas de la rentrée, c'est vrai que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et de l'artisanat disait la semaine dernière que ce sera une rentrée à double flux. Mais est-ce que vous prévoyez aussi un certain, comment est-ce qu'on pourrait le dire, pour contenir la situation? Est-ce que vous envisagez contenir cette situation, avec cette rentrée, je veux dire, avec le virus qui est en pleine propagation au Togo? Oui, tout ce qui est fait actuellement, c'est dans le but de contenir le virus. Tout ce qu'on fait depuis le début, c'est pour contenir le virus, pour diminuer le nombre de contaminations. Je reviens en fait sur la question parce que pour les enfants, j'ai eu en interview ce matin un médecin qui ne croit pas toujours à cette existence-là effective du coronavirus, en tout cas qui croit que c'est une manipulation qui est faite à un plus haut niveau. Si c'est dans le corps médical qu'on a ces genres de réactions, à plus forte raison, quel sera le cas de nos enfants, des petits-enfants qui sont encore à l'école? Oui, donc vous voyez que si déjà un personnel médical doute de l'existence de cette maladie ou bien de ce virus, qu'en serait-il dans la population générale? Donc voilà, là est la question. Et donc un personnel médical qui a de tels propos, vous voyez que ça peut vraiment compromettre tout ce que nous faisons comme effort pour la lutte contre ce virus. Et un personnel médical, c'est aussi un homme avant tout. Je veux dire on est personnel médical, mais on a ses croyances. Et chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais nous sommes devant une situation où tout le monde doit quand même revenir, faire une réflexion, vraiment, pouvoir, avant de tenir certains propos. Parce qu'on ne peut pas tromper la population pendant des mois comme ça. Et ça, c'est une situation qui est générale. Ce n'est pas seulement au Togo, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est une situation qui est mondiale, planétaire. Donc, je ne pense pas que, même s'il y a des faux, on a des faux dans la société, je ne pense pas que tout le monde puisse être faux et suivre vraiment la tendance comme si de rien n'était. Il y aura forcément des honnêtes qui diront non, voilà, ce n'est pas vrai. Donc, nous sommes... ces personnes qui ne croient pas doivent quand même
penser un peu à tout ce qui se passe dans le monde. L'actualité aujourd'hui est dominée par la Covid-19 et je ne pense pas que c'est une blague, c'est vraiment une réalité. Même si ce virus est appelé virus chinois, c'est vrai, c'est ce que les Américains, c'est comme ça les Américains l'appellent, mais il est quand même entré il a dépassé les frontières de la Chine et est arrivé en Afrique, en Europe, partout ailleurs. Donc, le virus, il est vraiment là et vraiment, ça donne ce que nous voyons actuellement. A-t-on suffisamment parlé du coronavirus? A-t-on suffisamment parlé du coronavirus? Oui. On en a parlé suffisamment depuis le début, du moins en tout cas au Togo ici. Il n'y a pas une semaine où on n'a pas manqué de faire des émissions dans ce sens-là. Donc je pense qu'on en a suffisamment parlé, mais on continue toujours. Maintenant, est-ce que tout ce que nous disons, est-ce que vraiment ça va à l'endroit de ceux qui doivent nous écouter? C'est ça la question. Et si ces personnes écoutent ce que nous disons, est-ce qu'elles croient à ce qu'on dit? Est-ce qu'elle pratique ce que nous demandons de faire? C'est là la question. Je pense qu'on en a suffisamment fait. On ne continue pas à en faire d'ailleurs. Maintenant, c'est de voir est-ce que vraiment ce que nous faisons vraiment a un impact sur la population. Parce que tout tourne autour de la conscience, la conscientisation ou bien la croyance de l'existence de cette maladie. Tant qu'on ne croit pas que vraiment cette maladie est présente, je pense qu'on a beau crier, on a beau dire tout ce qu'on peut dire, certaines personnes vont toujours mettre tout ce que nous disons là au néant. Donc c'est dans ce sens-là que se trouve tout le nœud du problème. Et puis il y a aussi que le fait que cette épidémie continue depuis plus de 6 mois, ça dure. Ça fait que à un moment, même si au début certaines personnes étaient vraiment réglo, respectez bien les mesures. À un moment, il y a toujours un relâchement. Ça, c'est dans la vie d'un être humain. Il y a toujours ces moments-là et on comprend. Mais pour ces personnes-là qui comprennent, qui ont accepté que la maladie est là, même s'il y a un relâchement, à un certain moment, on se rend compte que c'est parce qu'on a relâché qu'il y a cette situation qui est là. Donc, il faut qu'on redouble d'efforts. Donc, revenir à nos pratiques qui nous permettaient d'éviter le virus. Donc, il y a cette lassitude-là qui est là à cause de la durée que prend, l'ampleur que prend cette épidémie, qui fait qu'à un certain moment, tout le monde est fatigué. Et puis, il y a également d'un autre côté les gens qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Donc, c'est tous ces aspects-là qui font que la situation aujourd'hui ne s'est pas encore améliorée. Au contraire, on assiste à une recrudescence ou bien une croissance exponentielle de notre courbe épidémiologique. Alors dites-nous, en termes de suivi, est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui est accordé à ces patients qui sont guéris au Togo? Et où est-ce qu'on en est avec le suivi? Est-ce qu'il y a un suivi psychologique? C'est vrai qu'un travail avait été initié par le ministère de l'Action sociale dans ce sens-là. Mais ce travail n'a pas été poursuivi. Je ne sais pas où est-ce que se trouve le problème. Je ne sais pas parce qu'au début, il y a des membres du ministère de l'Action sociale étaient venus au CHLM commune pour rentrer en contact avec aussi bien les patients qui sont hospitalisés et les patients qui sont sortis par des contacts téléphoniques. Mais ce travail a été fait pendant une semaine. Et après, je crois que ça a été poursuivi. Mais bon, à l'heure actuelle, je ne sais pas vraiment si ce travail continue. Mais j'en doute parce que c'est à travers nous, c'est nous qui donnions les contacts des patients. Donc, on n'a jamais eu encore de demande par rapport à ces contacts téléphoniques des patients. Donc, je suppose que ce travail ne continue pas. Mais il y a quand même un suivi post-hospitalisation des patients. C'est-à-dire que c'est comme une hospitalisation générale. Lorsque vous êtes hospitalisé, lorsque vous sortez, il y a un rendez-vous, une visite post-hospitalisation que le médecin vous donne pour s'enquérir de votre état après la sortie, si tout va bien ou pas. Donc ce suivi est fait sur le site de CHLM commune. Et donc, au cours de ce suivi, s'il y a des problèmes, les patients sont tenus de les relater et on verra comment
on peut les aider dans ce sens-là. Mais actuellement, dire qu'il y a un suivi vraiment méthodique, systématique, je ne pense pas. On avait commencé ça, mais ça n'a pas suivi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a bloqué cela, certainement les moyens, parce que, comme je dis, il faut rentrer en contact. Ce n'est pas un contact téléphonique, donc il faut que ces personnes-là disposent des crédits de communication, tout ça. Donc, je suppose que c'est tout ce problème logistique-là qui a fait que ça n'a pas continué ainsi. Mais les patients qui sont hospitalisés, qui sont guéris et sortis, sont revus au moins une fois après l'hospitalisation pour s'enquérir de leur état. Et donc, ces patients, au cours de cette visite, on s'enquête de comment ça s'est passé après la sortie. Et le patient, s'il y a des soucis, il va le dire. Et puis, on verra dans quelle mesure on peut satisfaire à ces problèmes-là. On ne va pas parler de rechute, mais il y en a qui sont guéris et qui ont été recontaminés à nouveau. Oui, bien sûr. Il y en a qui ont été guéris, qui sont recontaminés. On en voit de plus en plus actuellement. Et bon, là, il faut se poser plusieurs questions. Mais c'est toujours dit qu'il y a la possibilité de se recontaminer. Et on a quelques patients qui sont sortis, mais qui sont revenus encore parce qu'ils ont été recontaminés. Il est vrai que la semaine dernière, le coordonnateur national de la riposte contre le Covid-19 citait quelques quartiers qui sont à prédominance touchés par le virus. Mais est-ce qu'à votre niveau aussi, vous ressentez ces mêmes effets? Des quartiers qui sont plus touchés que les autres? Oui, il y a des quartiers qui sont plus touchés, puisque lorsqu'on fait la situation épidémiologique chaque soir, lorsque l'Institut d'hygiène fait la situation épidémiologique, les personnes qui sont détectées positives, il y a des informations par rapport à leur lieu de résidence et puis également des informations par rapport à leur contact téléphonique pour les joindre. Donc, ce qui fait qu'on a des quartiers où vraiment la situation épidémiologique dénombre beaucoup de cas dans ces quartiers-là. Sans vouloir être alarmiste, est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Quand on prend un peu le secteur Agoué, c'est un secteur où on a souvent des cas qui sont confirmés. Nous avons également le secteur, on a Agoué, nous avons le secteur Baguida, quelquefois. Nous avons également le secteur de Bekota. Voilà ces secteurs-là qui sont des secteurs où on a des cas où le virus vraiment circule beaucoup. Et chez ceux qui sont contaminés, est-ce qu'après être contaminés, ils ont conscience pour la plupart de l'envergure de ce virus, ou il y en a parmi eux qui en doutent quand même? Oui, bien sûr, parmi les gens qui sont détectés positifs, il y a des gens qui en doutent parce que elles se demandent comment elles ont été contaminées. Ces personnes se demandent comment elles ont été contaminées. Et donc, souvent, elles n'acceptent pas facilement que leur test est revenu positif. Et donc, mais bon, une fois que le test est positif, quelles que soient vos explications, on s'en fout de ça. Et on vous confine soit à l'hôtel ou bien au CHR. Maintenant, c'est également très difficile de savoir quand est-ce qu'on a été contaminé. Parce que ces personnes, souvent, elles disent que moi, je porte toujours mon masque, tout ça. Il y a toujours une petite faille quelque part qui fait qu'à un certain moment, on peut être contaminé sans le savoir. Et il faut également savoir, est-ce que ces personnes qui prétendent bien porter le masque, est-ce qu'elles le portent correctement? Est-ce que, puisqu'on parle souvent du port du masque, mais on oublie souvent également de mettre un accent sur le lavage des mains, puisque on a décrit ici les différentes voies de contamination. On peut bien porter le masque, mais si entre-temps nos mains sont souillées, en enlevant le masque ou bien par erreur nos mains touchent les yeux, la bouche, parce qu'on veut enlever le masque, tout ça, ça peut être des failles pour se contaminer, alors qu'au cours de la journée, on a bien porté le masque. Donc, il serait difficile aux personnes de savoir si, par exemple, on n'a pas été en contact avec un cas confirmé. Il serait difficile de savoir quand est-ce qu'on a été contaminé. Mais lorsqu'on est on a été en contact avec une personne, un sujet confirmé, en ce moment, le doute n'est pas loin. C'est cette personne-là qui nous a contaminés.
Mais en dehors de ça, c'est difficile de pouvoir savoir comment on a été contaminé. Et souvent, il y a des personnes qui n'acceptent pas facilement, hein, lorsque on leur dit qu'ils sont détectés positifs. Vous le dites bien, difficile de savoir comment est-ce qu'on a été contaminé, mais est-ce qu'on peut savoir, ou bien vous savez au moins, ce qui fait que ces zones-là sont les plus touchées? Non, Ah, les si, zones, Tagouré, oui, les zones les Ibadiba, plus, ces zones les plus qui sont touchées. Il n'y a pas à réfléchir beaucoup. On sait que aujourd'hui, ce sont les mesures barrières. Donc, si ces zones sont plus touchées, c'est parce que quelque part, au niveau de ces quartiers, ces zones-là, il n'y a pas vraiment un respect des mesures barrières au sein des communautés, puisque lorsque vous sortez le soir, vous faites un tour un peu, les bars sont toujours ouverts, les gens sont assis, il n'y a pas de... La distanciation physique n'est pas respectée. Et donc tout ça, c'est des mesures, des situations qui entraînent la propagation du virus. Et les gens difficilement respectent les mesures barrières. Et le soir, on rentre à la maison, on vit comme normalement, comme avant. Et tout ça, alors que peut-être on est déjà contaminé, ou bien c'est nos amis qui nous contaminent, avec qui on va se retrouver le soir. Donc il y a plusieurs situations qui font que on peut expliquer ces quartiers-là, que ces quartiers soient des quartiers où vraiment il y a une circulation importante de virus. Vous le dites bien, dans les bars, on retrouve beaucoup de personnes qui se rassemblent. Mais est-ce qu'on ne parle que des bars pour lieu de contamination? Les marchés sont toujours ouverts. Oui, c'est vrai. Bon, on parle des bars. Il y a les marchés qui sont toujours ouverts. Les marchés n'ont jamais été fermés depuis le début de cette pandémie. C'est également des lieux de contamination. De toute façon, les endroits qui sont appelés à recevoir plusieurs personnes sont des lieux de contamination. Il n'y a pas que les bars, il y a les marchés. C'est vrai on a fermé les lieux de culte, mais on a rouvert certains. Ces lieux de culte également, je pense qu'on avait bien fait quand même, parce que les lieux de culte se serviraient, hein, de lieux, de clusters de propagation du virus. Et très tôt, on a vu qu'il fallait vraiment fermer ces lieux de culte qui rassemblent beaucoup de personnes. Et ça, quand même, je pense que ça a aidé à ce qu'il y ait une lenteur dans la progression de cette pandémie. Aujourd'hui, certains lieux ont été rouverts, mais ma foi, quand vous allez dans ces lieux de culte, vraiment, la discipline y est. Hein, ces lieux de culte respectent vraiment les mesures barrières, la distanciation physique est respectée. Alors, je crois qu'il faut quand même trouver des situations pour que ces exemples-là soient transposés à d'autres lieux. Mais vraiment, chaque lieu est une entité. C'est pas facile de pouvoir faire respecter ces mesures en fonction des milieux. Quand on prend un peu les bars, ce serait difficile, parce que tout ça, quand on prend les lieux de culte actuellement, je ne sais pas si ça continue vraiment. Au début, lorsqu'on a rouvert les lieux de culte, il y avait les agents de sécurité pour veiller au respect de ces mesures-là. Voilà. Et donc, on a vu que ça a marché. Mais est-ce qu'on peut disposer des agents de forces de l'ordre dans chaque bar à Lomé au Togo? C'est impossible. Donc, c'est là se trouve un peu la complexité de la chose. Vous voyez, si on avait les moyens, on pouvait le faire. Mais c'est difficile. Et c'est maintenant qu'on en appelle à la conscience de chacun pour respecter ces mesures. Mais on voit que gérer les hommes, c'est pas facile, c'est très difficile. Et c'est ça qui fait la complexité de la chose. Pensez-vous que l'appel soit la chose la mieux partagée, bien la mieux à faire, alors qu'il y a un relâchement total, en tout cas un relâchement général qui est de mise? Oui, il y a un relâchement total. Alors, tout ce que nous faisons, c'est d'appeler les gens à revenir sur de meilleurs sentiments. C'est ce qu'on peut faire actuellement. Mais si la situation devient très inquiétante, les mesures drastiques seront prises, notamment un couvre-feu ou bien un confinement total qui sera instauré. Nous, on n'a pas encore connu de confinement chez nous au Togo. Le couvre-feu, ce n'est pas un confinement. Mais ailleurs, hein,
ça a été vraiment un confinement où, lorsque vous sortez votre tête de votre fenêtre, vous allez voir les animaux passer dans la rue. Ici, on n'est pas encore arrivé là-bas, mais tout dépend de comment les choses vont évoluer. Donc, c'est en fonction de l'évolution de la situation que les mesures sont prises. Et également, il faut analyser ces mesures parce que nous sommes dans un pays où, dans un pays où tout le monde se cherche. Et il faut voir l'impact que toutes les mesures vont avoir sur les activités économiques des uns des autres, tout ça. Donc, il y a tout ça. Vraiment, c'est une situation qui n'est pas facile à gérer. Et aujourd'hui, peut-être que on se dit que la situation n'est pas aussi vraiment inquiétante et on ne peut pas prendre des mesures vraiment très, très, très sévères dans ce sens-là. Mais s'il arrive un jour que vraiment on ne comprend rien, je suis désolé, on va arriver à ces mesures-là. Est-ce qu'on peut vraiment parler de mesures drastiques alors qu'on sait qu'on est à près de 100 cas contaminés par semaine? Bon, pour ne citer que le cas du Togo. Oui. Moi je dis que on n'a pas encore eu de mesures drastiques au Togo. Le coup-feu que nous avons eu, c'est pas vraiment des mesures drastiques parce que pendant la journée les gens vont à leurs occupations et c'est à partir de 18h, 19h que on demande à tout le monde de rentrer à la maison. Mais pendant ce temps, pendant la journée, si on est avec des gens qui ne respectent pas les mesures, ils ont le temps de se contaminer et puis d'aller contaminer les autres à la maison. Donc, les mesures drastiques, c'est pas encore ça, mais ça pourrait arriver si vraiment la situation devient inquiétante. Alors, à quel seuil est-ce que la situation deviendrait inquiétante? À quel seuil? Je ne saurais le dire, mais aujourd'hui, nous avons franchi la barre des 2000 cas. Et la situation épidémiologique, le maximum que nous avons connu, je pense qu'on a connu une trentaine de cas confirmés par jour. Je pense que jusque-là, ce n'est pas encore inquiétant. Mais au-delà de 50 cas par jour, voire 100 cas par jour, ça va devenir inquiétant et ça va faire appel à la mise en place d'autres mesures. Et quand vous parlez de ces trentaines de cas par jour, est-ce qu'ils viennent à vous? Vous allez les chercher des fois? Est-ce que les gens viennent spontanément? Non, je rectifie. Je n'ai pas dit qu'on a 30 cas par jour. J'ai dit le maximum de cas que nous avons eu, c'est une trentaine. Au vu de la situation qui est faite tous les jours. Mais c'est une situation qui fluctue. Tantôt on a 30, tantôt on a 15, 14, 12... ainsi de suite. Mais le maximum que nous avons eu, je pense que c'est une trentaine qu'on a eu. Maintenant, la situation qui est faite chaque soir, c'est une situation nationale, c'est-à-dire de Lomé jusqu'à Dapao. Et habituellement, aujourd'hui, l'intérieur a été plus ou moins maîtrisé. La majeure partie des cas confirmés est concentrée à Lomé. À Lomé, dans Lomé commune. Et à l'issue de la situation qui est faite, on rentre en contact avec ces personnes-là qui sont, du moins pour les personnes qui sont à Lomé commune, on rentre en contact avec elles et puis pour savoir, pour s'enquérir de leur état, les signes qu'ils présentent d'abord et savoir où est-ce qu'il faut les confiner, soit à l'hôtel ou bien au CHR. Donc essentiellement l'hôtel c'est pour les cas asymptomatiques qui n'ont pas de signes ou bien qui sont aussi symptomatiques, qui ont des petits signes, un léger mal de tête, un petit rhume, tout ça, ça ne nécessite pas forcément de l'hospitaliser. Et ce sont les cas sévères, critiques, modérés qu'on va hospitaliser au CHR. Mais il faut noter également qu'au CHR, en dehors des pavillons qui sont consacrés aux patients symptomatiques, il y a également un espace qui est aménagé pour les cas symptomatiques. Donc le CHR également accueille les cas symptomatiques. Mais puisque lorsque nous rentrons en contact avec les patients, le patient qui est asymptomatique préfère plutôt être interné à l'hôtel que d'être à l'hôpital. Mais lorsque l'hôtel est saturé, on n'a pas le choix, on admet des patients également au CHR. Puisque lorsqu'on rentre en contact avec les patients, on explique la procédure. Et la plupart des patients, surtout asymptomatiques, préfèrent être internés à l'hôtel. Mais à l'hôtel également, les patients qui sont internés, entre-temps, l'évolution peut être
un patient qui rentre asymptomatique, l'évolution peut être marquée par l'apparition de certains signes, notamment une difficulté respiratoire ou bien une fièvre élevée, tout ça. Donc, dans ce cas, on le transfère sur le site du CHR pour une meilleure prise en charge. Alors, sachant que les cas asymptomatiques ne sont pas assez visibles, selon ce que l'on dit, le commun des mortels ne serait pas en mesure de détecter un cas asymptomatique. Mais comment est-ce que vous arrivez-vous à répertorier ces genres de cas? Est-ce qu'ils viennent à vous? C'est ce que je voulais savoir tantôt. Est-ce qu'ils viennent à vous ou c'est dans les visites médicales qu'on détecte ces genres de cas? Oui, essentiellement, les cas symptomatiques, c'est souvent des personnes qui ont été peut-être en contact avec un cas confirmé. Parce que le cas, après une confirmation du virus chez une personne, il y a une surveillance qui est faite. Donc, la personne qui est détectée positive, l'équipe de surveillance rentre en contact avec elle pour savoir les personnes qu'elle a eu à contacter durant une certaine période. Et c'est cette personne-là qui va dire que j'ai été en contact avec telle personne et donner les numéros éventuels de ces personnes. Et l'équipe de surveillance entre en contact avec ces personnes-là qui ont été identifiées pour procéder à des tests. Et c'est comme ça qu'on retrouve des personnes asymptomatiques qui ont été en contact avec cette personne qui est confirmée. Et il s'avère que cette personne est également contaminée, mais elle n'a pas de signe. Donc, il y a cet aspect-là qui est là. Et puis, quand on parle de asymptomatique, souvent, c'est une façon de dire que la personne n'a pas... Soit la personne a des signes mineurs qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas vraiment alarmants, ou bien n'a rien. Et donc, toutes ces personnes, on les met dans les asymptomatiques. Donc, cette personne-là qui, entre-temps, a un mal de tête, une fatigue, qui ne comprend pas, et après avoir pris un traitement antipaludique, elle se présente à l'hôpital, et puis voilà, il s'avère que c'est la COVID-19. Donc, il y a toutes ces personnes-là. Il y a des gens qui vont d'elles-mêmes à l'hôpital pour consulter, et puis c'est le prestataire qui propose le test, et puis il y a d'autres qui sont testés parce que ces personnes ont été des contacts d'un cas confirmé. Alors, sachant que nous sommes près de la fin de cette émission, que faut-il faire comme une conclusion pour le point de la situation au Togo? C'est vrai qu'on le répète de tous les jours, les gestes barrières, mais que doit-on retenir, encore une fois? Oui, qu'est-ce qu'on doit retenir? Comme je l'ai dit, nous sommes arrivés à un point où les mesures barrières ne suffisent pas, mais elles sont efficaces. Elles sont efficaces dans le sens que elles nous permettent de ne pas attraper le virus. Alors, pour les personnes qui sont encore dans le doute, on leur demande de grâce de prendre conscience de la présence de ce virus. Et surtout, c'est par ce geste-là que nous allons assister à une diminution du nombre de cas. Aujourd'hui, il serait difficile de pouvoir éliminer le virus, ne seulement que par les mesures barrières. Mais on peut diminuer considérablement la courbe épidémiologique si on respecte ces mesures barrières, parce que c'est le relâchement de ces mesures barrières qui permet le transfert du virus d'une personne contaminée à l'autre. Donc, plus on respecte les mesures barrières, plus la courbe va évoluer favorablement. C'est-à-dire que va évoluer de façon décroissante. Et maintenant, à côté de ces mesures barrières, on va prier, bien encourager encore la recherche scientifique à faire des efforts pour que une lueur d'espoir puisse naître bientôt en 2021 par la mise en place d'un médicament ou d'un vaccin pour vraiment contrecarrer ce virus, parce que nous sommes arrivés à un moment où c'est un vaccin qui doit vraiment faire la solution. Alors, merci docteur Lidao Alain Baoué. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympia de Lomé. Merci à vous d'être resté des nôtres. Continuez à vous informer sur New World TV, les chaînes qui vous transforment vos vies. Merci.